Voici le dernier moment de Philippe Pascal. Une chute silencieuse, un cri étouffé dans la nuit, et puis plus rien. Le corps du chanteur, figure sombre et magnétique du rock français, gît au pied de son immeuble. Le 12 septembre 2019, à Rennes, celui que l'on considérait comme l'âme tourmentée du groupe culte Marquis de Sade quitte se monte de manière brutale, incompréhensible. Une fenêtre, un vide, un choc, et toute une génération de musiciens et de fans est frappée de stupeur. Les journaux parleront d'un accident. Les amis, eux, murmureront à voix basse, redoutant d'employer le mot interdit. Certains diront qu'il s'est penché trop près. D'autres, qu'il s'est penché trop longtemps sur ses propres abîmes intérieurs. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la brutalité de la fin, c'est l'étrange silence qui entoure ce dernier acte, comme si personne n'osait vraiment chercher la vérité, car Philippe Pascal n'était pas un chanteur comme les autres. Sa voix grave et fiévreuse, ses textes pleins d'ombre et de cicatrices, ses performances quasi théâtrales, il incarnait l'énigme, l'élégance noire, la beauté dans le désespoir. Il avait traversé les décennies comme on traverse une tempête, sans jamais baisser la tête, mais en portant sur ses épaules le poids invisible d'un passé lourd de blessures. Et cette nuit-là, au moment où ses pieds quittent le sol, l'histoire se fige. L'homme disparaît, mais le mystère, lui, ne fera que grandir. Comment un artiste adulé, revenu récemment sous les projecteurs grâce à la reformation de Marquis de Sade, a-t-il pu se retrouver seul face à cette fenêtre fatale? Était-ce un hasard cruel, ou l'ultime chapitre d'un destin écrit depuis longtemps? Ce que vous allez entendre, ce ne sera pas une simple biographie. C'est l'histoire d'un homme qui a dansé toute sa vie au bord du vide. Un homme pour qui chaque chanson ressemblait à une confession, chaque concert à une épreuve. Un artiste que la gloire n'a jamais totalement sauvé et que la nuit a finalement emporté. Nebardongi mincer tieptouk sans funde. Présentation du cadre et du thème, Edo mincer du abar va au boakan quaren, l'insong post-punk fab quitapnien 70, va virtri quoi Pascal, tronen van wa rock amnei. Doncte gio nuart mom scandale va xungdor. Rennes, fin des années 1970. La ville n'est pas encore la capitale étudiante vibrante et branchée que l'on connaît aujourd'hui. C'est une ville de province, grise et pluvieuse, où les rues semblent garder en mémoire les pas des passants pressés. Mais sous cette chape monotone, quelque chose bout. Dans les caves humides et les petites salles enfumées, un son nouveau gronde, le post-punk. Un rock nerveux, tendu, qui se nourrit autant de la colère sociale que de l'ennui provincial. C'est là qu'apparaît Philippe Pascal. Grand, silhouette fine, costume sombre impeccable, regard fixe et perçant, presque inquiétant. Il ne ressemble pas aux autres musiciens locaux qui imitent les stars anglaises. Il a quelque chose de plus théâtral, de plus littéraire. Sa voix grave semble venir d'un autre âge, d'une autre douleur. Avec Christian Dargelot et Franck Darcel, ils fondent Marquis de Sade. Très vite, le groupe devient l'incarnation de ce que le rock français peut avoir de plus élégant et dangereux à la fois. Sur scène, Pascal ne chante pas, il incarne. Chaque mot sort comme une déclaration d'outre-tombe. Il ne sourit pas, il fixe. Parfois il s'avance, parfois il recule dans l'ombre, mais toujours il attire les regards. Ce mélange de froideur et d'intensité fascine. On ne sait jamais s'il joue un rôle ou s'il vit réellement ce qu'il dit. Et puis, il y a cette époque. La France musicale vit encore dans l'ombre des années 60-70, engourdie par la variété et le disco. Mais dans certaines villes, Rennes, Lyon, Paris souffle un vent noir venu de Manchester et de Berlin. Le post-punk, la new wave, la cold wave. C'est le royaume des guitares anguleuses, des basses hypnotiques, des voix qui traînent dans la mélancolie. Marquis de Sade s'y inscrit, mais avec une singularité. Des textes en anglais ou en français qui parlent de désillusion, d'exil, de solitude urbaine. Dans ce décor, Philippe Pascal devient plus qu'un chanteur, un symbole. Le symbole d'une jeunesse qui refuse le sourire forcé des années Mitterrand naissantes, qui préfère les vestes sombres aux chemises à fleurs. Mais derrière l'icône se cache un homme compliqué. Les proches le décrivent comme brillant, mais imprévisible,
passionné mais souvent habité par une tristesse sourde. Les rumeurs commencent déjà à courir. Certains disent qu'il se brouille facilement avec ses partenaires artistiques, d'autres qu'il est trop exigeant, presque cassant. Des journalistes le qualifient d'aristocrate du rock. Ce n'est pas un compliment, c'est une pique. Mais c'est aussi ce caractère intraitable qui forge la légende de Marquis de Sade. À travers lui, Rennes devient un laboratoire musical. Les groupes se forment, se séparent, se reforment. Des amitiés naissent, des rivalités s'aiguisent. Et au milieu de cette effervescence, Pascal semble avancer avec la certitude qu'il n'est pas fait pour durer. Déjà, dans ses chansons, il parle de rupture, de perte, de fin tragique. Comme si, dès le début, il écrivait la bande-son de sa propre disparition. Le thème de notre histoire est là. Celui d'un artiste qui a bâti sa carrière et sa légende, en flirtant constamment avec les limites celles de l'art, de l'ego, et peut être même de la vie. Un homme dont le destin est indissociable de la scène musicale française, mais qui finira par la quitter de manière aussi brutale que mystérieuse. Au début, tout semble possible. Marquis de Sade attire rapidement l'attention des médias spécialisés, puis des majors. Le premier album, Danzig Twist, 1979, est un coup de poing esthétique. Pochette glaciale, morceaux nerveux, texte sibyllin. Pascal devient l'incarnation d'un certain chic sombre à la française. Les salles se remplissent, les journalistes parlent de nouvelles vagues rennaises et le groupe se retrouve au centre d'une scène bouillonnante. Mais déjà, les tensions apparaissent. Philippe Pascal n'est pas un musicien facile à vivre. Perfectionniste, intransigeant, il ne tolère ni approximation ni compromission. En répétition, il peut s'emporter pour un accord mal placé, une intention vocale qu'il juge fausse. Certains y voient de la passion, d'autres y voient de l'orgueil. Dans les coulisses, les discussions sont vives, parfois violentes. Le rêve collectif commence à se fissurer. L'événement initial qui change la donne survient au moment du deuxième album, Rue de Siam, 1981. Plus ambitieux, plus sombre encore, il est salué par la critique mais ne rencontre pas le succès commercial espéré. L'industrie ne sait pas quoi faire d'un groupe trop élégant pour le punk, trop rugueux pour la pop. Les tensions internes s'amplifient. Les concerts sont électriques, mais aussi imprévisibles. Sur scène, Pascal peut se figer dans un mutisme glaçant ou, au contraire, se lancer dans des improvisations déroutantes, bousculant le groupe. Puis arrive le choc. En 1981, Marquis de Sade se sépare, au sommet de sa notoriété. La presse parle de suicide artistique. Les fans sont dévastés. Pascal, lui, ne se confie pas. Officiellement, il s'agit de divergences artistiques. Officieusement, les rumeurs évoquent des querelles d'ego, des trahisons silencieuses, des amitiés brisées. Après la chute du groupe, Pascal ne disparaît pas. Il se réinvente, fonde Marc Seberg, puis Philippe Pascal, de Blue Train Choir. Mais l'ombre de Marquis de Sade le suit partout. Chaque nouvel album est comparé à ses années glorieuses. Et si les critiques reconnaissent toujours son charisme et sa plume, le grand public, lui, semble l'avoir oublié. Cette distance avec la lumière médiatique ne fait qu'accentuer sa mélancolie. Pourtant, il ne renonce pas. Année après année, il poursuit une carrière discrète, fidèle à son art, refusant la facilité. Mais cette intégrité a un prix. Solitude, fragilité financière, et ce sentiment persistant de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Comme s'il jouait encore, toujours, sur une scène invisible où les applaudissements ne parvenaient plus jusqu'à lui. Puis, contre toute attente, en 2017, la nouvelle tombe. Marquis de Sade se reforme. Pascal, désormais sexagénaire, remonte sur scène avec une intensité intacte. Les concerts sont triomphants. Le public redécouvre cette voix grave et envoûtante. On croit assister à une renaissance. Les interviews le montrent apaisé, presque souriant. Mais dans certaines photos, on retrouve ce regard fixe, ce léger retrait du monde, comme si cette résurrection n'était qu'un dernier acte avant le silence. Et ce silence arrivera plus vite qu'on ne l'imagine, car derrière les acclamations, derrière l'adrénaline des retrouvailles, une ombre grandit, une ombre qui, 2 ans plus tard, le fera basculer dans ce vide nocturne, celui qui mettra un terme définitif à l'histoire.
La nuit du 12 septembre 2019, à Rennes, la nouvelle tombe comme un couperet. Philippe Pascal est mort. Les premiers articles sont prudents. Chute accidentelle, circonstances encore floues. Pas de détails, pas de certitudes. Mais très vite, les réseaux sociaux s'embrasent. Les fans, les musiciens, les journalistes culturels partagent leur stupeur et leur tristesse. Une voix unique s'est tue, écrit un ancien confrère. Un géant est tombé, poste un fan de la première heure. Mais derrière cette vague d'hommages, un autre murmure commence à circuler. Certains proches évoquent sa santé fragile, ses dernières semaines difficiles. On raconte qu'il vivait seul, qu'il parlait peu de ses états d'âme. D'autres affirment qu'il semblait fatigué, comme si la récente tournée avec Marquis de Sade l'avait vidé plus qu'elle ne l'avait porté. Et puis, il y a ce mot qui hante toutes les discussions. Accident. Un mot qui rassure, mais qui n'explique rien. Quelques amis, en off, évoquent un possible geste volontaire. Mais personne ne veut l'admettre publiquement. Par respect, disent-ils. Par peur aussi de réduire sa vie à sa mort. Pourtant, dans le cercle restreint de ceux qui l'ont vraiment connu, beaucoup se rappellent de phrases qu'il avait laissées tomber au détour d'une conversation. On se fatigue de lutter. La scène est belle, mais elle ne remplace pas le reste. Des éclats de vérité qui, rétrospectivement, prennent une dimension tragique. Les coulisses de la reformation de Marquis de Sade révèlent aussi des tensions. Oui, le public avait répondu présent, mais derrière l'euphorie des retrouvailles, les vieilles blessures n'étaient pas refermées. Les divergences artistiques, les rancunes anciennes, tout cela n'avait pas vraiment disparu. Dans certaines interviews, on perçoit chez Pascal une lucidité froide. Il sait que ce retour n'est pas une nouvelle histoire, mais une épilogue. Et puis, il y a cette image, la dernière que certains garderont de lui. Quelques jours avant sa mort, on le croise dans une rue de Rennes, silhouette mince dans son éternel manteau sombre, le regard ailleurs. Pas un salut, pas un mot, comme si déjà il marchait dans un monde parallèle détaché de tout. Lorsque les médias annoncent officiellement qu'il est tombé d'une fenêtre, l'information laisse un vide béant. Les journaux nationaux évoquent sa carrière, ses succès, son influence, mais peu osent poser la question. Comment un homme qui venait de retrouver la scène, l'adrénaline, le contact avec son public, se retrouve-t-il seul, face au vide? Les fans réagissent en masse. Les anciens punks, les amoureux de Cold Wave, les jeunes musiciens influencés par son style, tous racontent comment Philippe Pascal les avait marqués. Les témoignages affluent. Un autographe donné avec soin, une conversation après un concert, un regard intense depuis la scène. Et toujours cette idée que Pascal donnait tout, mais ne gardait rien pour lui. Peu à peu, une vérité plus sombre s'impose. Philippe Pascal n'a pu être jamais quitté l'état d'esprit qui habitait ses chansons. Cette mélancolie irréversible, ce besoin d'exprimer le manque, l'exil intérieur, ne l'ont jamais abandonné. Sur scène, il semblait habité par la vie. Mais une fois les lumières éteintes, il retrouvait le silence, celui qui résonne plus fort que tous les applaudissements. C'est peu être là que réside le cœur du mystère. Un artiste peut survivre à l'oubli, à la critique, à la solitude, mais peut-il survivre à ses propres abîmes? Il est difficile de parler de Philippe Pascal sans céder à la tentation de la légende. Parce qu'il avait tout pour incarner ce que le rock français a produit de plus pur. Une voix inimitable, une présence scénique hypnotique, une plume poétique et obscure. Parce qu'il refusait de plaire à tout prix, même si cela signifiait rester dans l'ombre des grandes scènes commerciales. Parce qu'il portait son art comme une armure, mais aussi comme un fardeau. La chaîne ne croit pas au hasard absolu dans la trajectoire de Pascal. Sa carrière ressemble trop à une pièce tragique. L'ascension fulgurante, la séparation douloureuse, les renaissances discrètes, et enfin, l'ultime retour sur scène avant une sortie brutale. Comme si tout avait été écrit d'avance, non pas par un destin cruel, mais par les choix radicaux d'un homme qui refusait les demi-mesures. Nous pensons aussi qu'il y a, dans cette histoire, un malentendu persistant. On a souvent présenté Philippe Pascal comme un artiste froid, distant, presque hautain. C'est vrai qu'il ne jouait pas le jeu de la convivialité forcée. Mais derrière ce masque se cachait, selon les témoignages, un homme d'une grande sensibilité, attentif aux détails, capable d'un humour discret et d'une bienveillance pudique.
Simplement, il ne donnait pas cela à tout le monde. La chaîne ne souhaite pas réduire sa vie à sa mort, ni à ses zones d'ombre. Mais il faut reconnaître que, dans le cas de Pascal, la mort éclaire la vie. Elle met en relief les thématiques qu'il a toujours portées. L'isolement, l'intensité des liens éphémères, le vertige devant le vide. Comme si chaque concert, chaque chanson, était une répétition générale pour ce dernier saut. En revisitant son œuvre, on se rend compte qu'elle ne vieillira pas, parce que Marquis de Sade, et plus largement l'univers de Pascal, s'inscrit dans un espace intemporel. Ses textes, ses mélodies, son esthétique, tout pourrait sortir aujourd'hui et toucher encore les mêmes cœurs. C'est la marque des artistes rares, ceux qui ne suivent pas la mode mais creusent leur propre sillon, même s'il est solitaire. Et vous souvenez-vous de votre premier contact avec la voix de Philippe Pascal? Était-ce sur un vinyle de Danzig Twist, dans une salle obscure de Rennes, ou peut être grâce à une vidéo YouTube redécouverte par hasard? Avez-vous ressenti ce frisson, cette impression étrange qu'il ne chantait pas pour vous, mais avec vous, quelque part dans l'ombre? Partagez vos souvenirs, vos impressions, vos images de cet homme qui n'a jamais vraiment quitté la scène, même après que les projecteurs se sont éteints, car peut-être le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre est de continuer à l'écouter, en sachant désormais ce que nous savons. Il y a des histoires qui s'écrivent à voix basse, et qui ne prennent tout leur sens qu'après le silence. Celle de Philippe Pascal en fait partie. Aujourd'hui, il n'est plus là pour marcher dans les rues de Rennes, silhouette sombre longeant les façades, ni pour se tenir, immobile et tendu, devant un micro sur une scène trop petite, pour contenir toute son intensité. Mais sa présence, elle, n'a pas disparu. Chaque fois qu'on écoute Back to Cruelty, Rue de Siam ou l'une de ses ballades plus tardives, on retrouve ce frisson. Cette impression qu'il nous parle depuis un autre endroit, pas forcément triste, mais lointain, comme s'il continuait de chanter pour les âmes qui savent entendre. Sa voix, grave et vibrante, réapparaît dans nos mémoires comme un parfum oublié qui ressurgit soudain. Rennes elle-même semble garder une trace invisible de son passage. Les vieux bars de la scène rock se souviennent des nuits électriques, des conversations improvisées autour d'un verre. Les murs des petites salles, eux, portent encore l'écho de ces refrains. Et quelque part, dans les bibliothèques musicales des fans, ces disques patientent, prêts à tourner encore et encore. Philippe Pascal laisse un héritage qui dépasse largement sa discographie. Il laisse l'idée qu'on peut rester fidèle à soi-même, même si cela signifie marcher à contre-courant. Il laisse la preuve qu'on peut faire du rock en français ou en anglais sans singer personne, juste en portant sa propre vérité. Et il laisse, surtout, cette sensation rare que certains artistes ne meurent jamais vraiment. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et peut être qu'en réécoutant sa voix quelque part dans la nuit, vous sentirez cette étrange certitude. Philippe Pascal n'a pas quitté la scène. Il s'est juste déplacé un peu plus loin dans l'ombre.